Le cercle RH, les experts de Smart Job pour balayer l'actualité comme chaque semaine. Actualité évidemment tournée et focus sur les retraites. Il y a la bataille dans la rue. Il y a aussi la bataille dans l'hémicycle, notamment l'hémicycle du Sénat. Dialogue de sourds. Est-ce que nous sommes effectivement dans une situation figée avec des syndicats qui souhaitent cette fois-ci rencontrer le président de la République pour tenter un dialogue. Débat au Sénat sur l'article 7, c'est-à-dire l'allongement de la durée. L'article a été voté, mais il a été décalé. Et puis, la question du CDI senior, qui a été, lui, retoqué par le gouvernement. Cet amendement n'est pas passé parce que ça coûtait trop cher. Mes invités sont là. Angélique Pétel, merci d'avoir répondu à notre invitation. On est ravis de vous accueillir. Senior manager chez SIA Partners. On vous écoutera, j'en suis sûr, sur le CDI senior. Merci en tout cas d'être là. François Vigne est à vos côtés. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes associé chez Sycomore Corporate Finance et vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Ravis de vous accueillir. Gilles Effron, bonjour. Bonjour. Président d'Expert Connect. Alors vous étiez venu nous parler des seniors. Vous aussi, vous allez saisir la balle au bon, parce que c'est un peu le sujet qui anime ce débat des retraites. Commençons d'abord sur le sujet des retraites. Vous qui êtes des acteurs de notre vie économique, est-ce qu'il vous semble légitime, nécessaire que le président de la République rencontre les syndicats ? Est-ce que ça vous semble évident, ou est-ce que le président est dans la bonne posture en laissant le mouvement social se déployer ? Il y a beaucoup de questions dans ce que vous... Doit-il les recevoir et doit-il laisser le mouvement se déployer ? Première chose, le dialogue social est une bonne chose. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de dialogue social. On voit bien aujourd'hui que la situation est bloquée. Il est, je pense, très utile. Il serait très important pour le pays, alors que 72% des Français sont hostiles, a priori, à cette réforme, que les fils du dialogue soient renoués. Est-ce que c'est au niveau du président de la République ? Enfin, moi, je pense que le président de la République ne doit pas s'occuper de tout. Il a une première ministre. Il a par ailleurs un ministre en charge. Donc, il est normal que les partenaires sociaux rencontrent la première ministre, le ministre en charge, le président de la République. Je pense que pour l'instant, il est normal qu'il se tienne au-dessus de la mêlée. Vous êtes d'accord avec cette idée ? Le président est au-dessus de la mêlée et à la première ministre, parce que visiblement la première ministre hésite aussi à les recevoir, pour réengager un dialogue. Ce qui voudrait dire quoi ? On remet en question le texte ? C'est un peu confus cette situation. Sans remettre en cause le texte, je pense que ça ne coûte rien, en tout cas, de les entendre et qu'effectivement, l'objectif, c'est pas de se retrouver dans la même situation qu'en 1995, puisque c'est quand même ce vers quoi les syndicats veulent aller. Même si j'ai des doutes sur le fait qu'en raison du pouvoir d'achat aujourd'hui, les gens ont quand même besoin finalement de travailler, donc il n'est pas certain qu'ils fassent grève très longtemps. La grève de 1995 avait duré 23 jours, ne l'oublions pas. Je ne suis pas sûre qu'ils arrivent en tout cas à ce stade, mais en tout cas c'est important qu'on puisse les entendre à partir du moment où ils les demandent. Gilles Effron, votre point de vue sur cette question, parce que la question des Français aujourd'hui et des chefs d'entreprise, c'est de se dire à quel moment on renoue le fil du dialogue, parce qu'il y a la rue qui manifeste, le gouvernement qui vote des textes, et que rien ne se parle, rien ne se croise. Écoutez, moi ce que j'ai noté, c'est que le gouvernement a toujours dit que la porte était ouverte pour négocier, pour discuter. Donc que ce soit le président Macron, peut-être pas encore tout de suite à son niveau, en tout cas le gouvernement est prêt à discuter. Moi j'ai entendu concerter, Gilles, mais peut-être que vous avez le mot négocier. C'est pas la même chose. Excusez-moi, vous avez raison. Non, mais c'est un débat qui dure depuis 6 mois. Est-ce qu'on négocie dans le dialogue social ou est-ce qu'on se concerte ? Ce qui peut agacer les syndicats. Non, je crois qu'à ce stade, c'est plutôt de la concertation, on est d'accord ? C'est ça. Sur les retraites, focus, l'article 7 décalé parce que l'opposition a finalement fait le chahut et un peu bordélisé le Sénat, c'est assez rare. Mais il y a eu un enjeu fort, et je voudrais vous le soumettre, c'est exactement le sujet qui nous concerne dans l'émission Smart Job, c'était le fameux CDI senior. Alors il y a eu l'index senior, il n'a pas été validé, et puis il y a ce CDI senior. Quel est votre point de vue ? Comment vous le regardez ? Est-ce que c'est la solution ? L'idée, c'est qu'on allège les cotisations familiales, si j'ai bien compris, pour permettre aux seniors de pouvoir continuer l'emploi. L'opposition est vent debout. Est-ce que vous dites que c'est une bonne idée ? Moi, j'y crois pas. J'y crois pas parce que finalement, c'est un contrat supplémentaire, si vous voulez, pour dire on va avoir des seniors. Mais finalement, l'objectif, c'est quoi ? C'est l'employabilité des seniors. Et surtout, derrière, c'est un changement des mentalités. Donc, c'est pas un contrat senior qui fera que déjà les entreprises auront des besoins et ensuite que les seniors retrouveront du travail. Vous en pensez quoi, François Vigne ? Moi, je suis pour globalement la simplicité et la simplification. Ça paraît simple, excusez-moi. Aujourd'hui, on a beaucoup trop de contrats de sous-catégories. Le CDI est une chose simple, on peut d'ailleurs le moduler. On a le droit de négocier un CDI dans différentes conditions de rémunération, dans différentes conditions d'horaire de travail. Gardons le CDI, qui est un contrat simple. Il y a par ailleurs le CDD, il y a déjà d'autres contrats. Ne compliquons pas les choses. Ne refaisons pas là encore un millefeuille. À chaque fois qu'on l'a fait, on s'était aperçu que c'était des mauvaises idées.
Vous qui êtes vraiment centré sur ce débat des seniors, on prend le problème du bon côté en disant on maintient en emploi, employabilité. Moi, j'entends aussi que des seniors disent nous, on est prêts à bosser, mais on veut plus de CDI et on voudrait être dans une liberté finalement de consultant, plus à distance, on allège notre temps de travail. Est-ce que ça peut être une piste qui n'est pas encore sur la table des élus, des parlementaires, mais est-ce que c'est une piste? Alors je vous remercie Arnaud, parce que c'est exactement pour moi la manière de voir les choses. C'est-à-dire que ce que ça traduit finalement, ce CDI senior, c'est que d'un côté l'index senior, c'est un peu le bâton où on contraint les entreprises. Bonus-malus. Exactement. Et de l'autre côté, on leur donne un nouveau moyen pour essayer de faire passer la pilule de l'index senior. En fait, ce que ça traduit, c'est que les entreprises ont besoin de flexibilité. Et les seniors, de l'autre côté aussi, souhaitent rester actifs, mais pourquoi pas dans d'autres schémas d'emploi que le CDI. On parle toujours du sacro-saint CDI. Et il y a notamment l'emploi non salarié, et qui peut répondre et offre cette flexibilité, qui donne aux entreprises la possibilité finalement de variabiliser une charge fixe avec les salariés, avec un accès à des compétences et l'expérience dont ils ont toujours besoin. Et c'est ce que nous faisons chez Expert Connect. Nous promouvons justement la disponibilité de toute cette expérience au travers de missions. Non, je vous repose ma question et on basculera peut-être sur la question que tout le monde se pose, l'inquiétude que vous avez ou pas de voir aboutir ce texte et donc ce passage à 64 ans. Mais est-ce qu'il faudrait réduire le temps de travail des seniors, c'est-à-dire moduler leur temps de travail? On parle beaucoup de la semaine des 4 jours. Est-ce qu'il faut réinventer, non pas un contrat, mais une autre manière de lier le senior à l'entreprise? Ou est-ce qu'on reste dans le stricto classique CDI? En tout cas, clairement, plus de flexibilité, c'est ce qu'attendent les entreprises, c'est évident. Je pense que les seniors, nous on le voit, on le constate aussi. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, eux? Eux, effectivement, trouver une activité à temps choisi qui correspond mieux à une diversification de leurs activités, c'est effectivement, ça répond aux deux côtés. Côté SIA Partners, il y a quand même des idées. Les seniors disent on n'est pas contre aller bosser. On voudrait qu'on nous aménage le temps, qu'on puisse pouvoir moduler nos revenus. Et puis notre temps libre. Enfin, c'est un peu le débat qu'a la génération Y au final. Hein. La génération Y et les femmes. Et les femmes, ben oui. Cette journée des droits de la femme, effectivement, les femmes ont la même problématique. On n'a pas forcément envie d'un CDI, un temps plein. Ouais. On a envie d'aménager son temps de travail. Et pour les seniors, c'est exactement la même chose. François Vigne, avant de tourner la page et parler de l'égalité femmes-hommes, qui est un autre sujet intéressant à travers les chiffres de l'INSEE, cette journée, des chiffres qui sont à commenter. Quand même, on nous dit quand même que là, les gains, les bénéfices de cette réforme, on les a quasiment plus. Elle va coûter plus cher finalement. On avait parlé de milliards. Comme la précédente. On les aura pas. Enfin, j'ai envie de... Tout ça pour ça. Enfin, je veux dire, mettre le pays à terre pour ça. Enfin, je pense que le pays n'est pas à terre. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on voit là encore cette très forte distanciation entre le politique d'un côté et le corps social. Et le corps économique aussi, j'ai envie de dire. Oui, le corps économique aujourd'hui fonctionne pas si mal, mais finalement, c'est aujourd'hui. Et c'est ça pour moi, c'est ça qui est le grave tension. Le pays. Aujourd'hui, on a une démocratie qui est quand même fragile. Et avoir finalement toute une partie du pays qui a l'impression que les décisions sont prises par des technocrates et par des élus qui sont très éloignés de leurs préoccupations et qui ne tiennent pas compte de finalement de leur avis, est un vrai sujet. Donc je pense que c'est pour ça qu'il est important de renouer les fils du dialogue et de recréer ce lien démocratique qui manque aujourd'hui, de redonner une unité au pays qui est extrêmement fracturé. Il y a une inquiétude chez vous, et je parle à travers vous, à tous les membres des EDC, est-ce qu'il y a une inquiétude de violence et de bascule? Parce que personne ne le sait au moment où on se parle. Mais... On craint moins la fracturation et la violence immédiate que la fracturation aujourd'hui. On voit un pays qui est extrêmement fracturé, extrêmement distendu, ce qui peut être près de différentes aventures politiques. Et donc c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui très préoccupés de recréer cette unité et ce dialogue social qui manque fondamentalement aujourd'hui. L'écart des salaires, l'INSEE avait mis ce document sous embargo, il est maintenant disponible. L'écart des salaires entre les femmes et les hommes en France, revenu moyen 24% inférieur dans le secteur privé, ça c'est les chiffres INSEE, revenu moyen 15% inférieur à temps identique, et revenu moyen 4% inférieur à temps poste et employeur identique. Alors, restons sur le 4% parce que ça se réduit tout de même. Enfin, je ne sais pas quel regard vous portez sur ce chiffre, je parle de 4, et on parlera ensuite du 24% qui lui aussi se réduit mais reste très important. On avance, mais on avance trop lentement. On avance beaucoup trop lentement. Aujourd'hui, et encore moins, enfin là par exemple, même dans la réforme des retraites, puisqu'on en a parlé, on ne prend pas en compte non plus, il n'y a pas de mesure, en tout cas pour les femmes. Carrière hachée. Voilà, qui ont des carrières hachées, exactement, qui décident effectivement d'avoir des temps de travail qui sont réduits, et on ne prend pas en compte. Donc, effectivement, il faut revoir, en tout cas, les enveloppes salariales, et ça passe par le dialogue social et aussi par l'entreprise. Vous en pensez quoi de cet écart de salaire? Alors, 4% quand on a le même poste,
emploi identique et le même temps de travail, parce qu'il faut pouvoir comparer ce qui est comparable, d'où le 24% d'écart. On avance quand même, il se passe des choses. J'ai quand même regardé le verre à moitié plein. Enfin, la chose qui est positive, c'est qu'on avance. Enfin, chaque année, depuis ça recule. On avance. Et donc, et c'est quand même, il faut le noter, et ça fait partie des choses, là encore, dont on peut aujourd'hui tous être fiers du fait que les choses progressent. Il y a encore du travail à faire, et donc il ne faut pas du tout se satisfaire de la situation actuelle. On doit arriver à zéro. Enfin, les femmes sont. C'est le ministre qui l'a dit, hein, l'un des ministres du gouvernement qui dit les femmes vont évidemment être un peu embarrassées par cette réforme des retraites. Enfin, c'est un autre élément qui fait qu'il y a. C'est un élément, à mon avis, extrêmement critiquable de la réforme des retraites. Il est évident que cette réforme devrait également être au service de l'égalité. Je ne cherche pas à vous piéger, François Maurice. Même les femmes ne sont pas contentes, les hommes ne sont pas contents. Je ne me satisfais pas de la situation, pour être tout à fait clair. Mais je pense qu'il faut quand même, de temps en temps, voir des éléments positifs, et il est bien qu'on progresse. En revanche, il faut s'attaquer au vrai problème, parce que finalement, si les femmes sont en retard, c'est aussi à cause de la situation, notamment de la maternité, parfois d'un décalage de formation, et c'est ces problèmes qu'il faut traiter. Il faut s'attaquer au vrai problème. Si on veut arriver à réduire cet écart qui demeure, il faut s'attaquer à ces vrais problèmes. Et ça, sans tarder. Là encore, je ne me satisfais pas de l'écart, mais il faut continuer, puisqu'on va dans le bon sens. Continuons dans le bon sens, accélérons les choses pour atteindre l'égalité que nous souhaitons. Juste nos femmes seniors. J'ai énervé François. Non, vous ne pas énerver, mais vraiment, je veux être sûr qu'on se reprend sur ce que nous souhaitons, qui est vraiment l'égalité, et que les choses soient claires. Il faut avancer de fait. Les femmes seniors, parce que les femmes seniors, elles aussi, sont très impactées et mettent plus de temps encore que les hommes seniors à retrouver un emploi. C'est plus compliqué pour elles. Temps haché, formation qui n'a pas été faite en temps voulu, plus grande difficulté à rester employable. Vous le confirmez ? Oui, je le confirme, mais ce que je confirme aussi, c'est qu'elles ont un potentiel extraordinaire, parce que la mère de famille qui a eu ses enfants, la fameuse période de congé maternité, donc qui les plombe par ailleurs, une fois que cette période est passée, que les enfants ont grandi, généralement a une envie et une volonté de revenir sur le marché du travail qui est exceptionnelle. Et donc là, il y a un potentiel gigantesque que les entreprises devraient beaucoup plus exploiter. Angélique Pétel, j'ai vu qu'en Espagne, il y avait un gouvernement, enfin un tribunal, je crois que c'est en Castille, mais je ne voudrais pas m'avancer, qui a demandé à un mari de verser 200 000 euros comme un salaire équivalent au salaire du temps passé de la femme pour s'occuper des enfants de la maison pendant que lui travaillait. Enfin, l'Espagne est quand même très progressiste sur tous ces sujets quand même. Hein. C'est intéressant. C'est très intéressant. Parce que les femmes, elles travaillent quand même quand elles s'occupent de leurs enfants. Exactement. C'est un vrai travail. Et vous le disiez effectivement, c'est qu'elles développent aussi des compétences. Ah oui. Quand on s'occupe de plusieurs enfants, qu'il faut organiser en fait les emplois du temps, c'est des compétences qu'on a d'ailleurs dans le conseil. C'est un chief officer familial en fait. Hein. Exactement, et sauf que ce n'est absolument pas valorisé. Aujourd'hui, quand une femme dit qu'elle élève ses enfants, c'est encore très mal vu. C'est vrai. Vous êtes d'accord, François ? Oui, tout à fait. Et pour avoir 4 enfants, il est clair qu'il y a encore des progrès à faire sur l'égalité homme-femme à la maison, ça c'est clair. Et par ailleurs, congé parental. Et il est vrai qu'une femme, ma femme a toujours travaillé, mais elle exerce un double CDI, un CDI à titre professionnel et un CDI à la maison. Et c'est un vrai double emploi du temps et un vrai double travail. Et donc ça, il faut que nous en soyons conscients et que nous donnions aux femmes les moyens, là encore, de bénéficier d'un traitement qui est amplement mérité. Je rappelle la loi Rixin qui permet de faire accéder aux femmes au COMEX avec des quotas assumés, totalement assumés. Et ça, c'est intéressant de rappeler que cette loi fait avancer aussi la place des femmes dans les postes de direction, parce qu'il y a quand même de la motivation, mais il y a quand même le plafond de verre quand même. Oui, alors effectivement. Vous qui croisez ces femmes aussi très motivées qui veulent rattaquer. Effectivement, on en a beaucoup moins que des hommes. Et donc, ça correspond à ce que vous dites, c'est que celles qui nous rejoignent et qui veulent continuer à travailler ont souvent eu des très belles carrières, mais elles sont en infime minorité. Mais c'est une question de volonté. Là, aux EDC, nous sommes arrivés à avoir aujourd'hui des organes de direction totalement paritaires. On a autant d'hommes que de femmes, autant de femmes que d'hommes dans nos organes. Les femmes progressent très fortement, elles sont surreprésentées par rapport... Elles ne représentent encore que 16% des membres du mouvement, ce qui est beaucoup plus que la proportion de femmes entrepreneurs en France. Maintenant, on veut encore aller plus loin. Ouais, on a vu les résultats SBF. Et elles ont de plus en plus de rôle de responsabilité. Et ce qui est certain, c'est que des femmes en responsabilité, ça attire d'autres femmes. Parce que les femmes, elles sont ravies d'être avec des hommes, mais elles ont aussi besoin d'être avec d'autres femmes. Donc, je pense qu'en la matière, on peut également aller plus loin. Pour terminer, une question, alors c'est un peu comme l'émission de radio, la question à 1 000 euros ou à 1 000 francs, c'était 1 000 francs. Qui sera le patron des patrons ? La campagne au MEDEF a commencé. Ça peut aussi être la patronne des patronnes. Voilà. Alors, c'est exactement ce que je voulais vous dire. Dominique Carlac, exactement. Exactement. Qui a une donné femme. sa candidature ce matin. Exactement. Alors, un mot sur cette femme, c'est intéressant parce qu'elle avait été candidate. Une grande sportive. Oui. Grande sportive. Et candidate, et elle s'était donc déportée pour laisser Geoffroy Roux de Bézieux. Ça serait quand même un signe très fort, alors au-delà des clichés et des symboles, mais ça serait un signe très fort que Mme Carlac prenne les rênes du MEDEF.
Mais ce serait un signe très fort et je pense que c'est important aujourd'hui. En tout cas, moi, je lui souhaite que sa candidature soit officialisée et qu'elle puisse effectivement devenir la présidente du MEDEF, comme nous avons eu Laurence Parisot à un moment donné, Absolument. qui a été excellente d'ailleurs. Vous en pensez quoi? Parce que les EDC, vous étiez d'ailleurs invité à l'hippodrome de Longchamp. Et vous êtes un acteur important aussi de ce débat. Et on trouve que le MEDEF a d'ailleurs eu une action très positive au cours des dernières années dans l'économie et pour également promouvoir l'entreprise auprès des Français. Là encore, c'est évidemment aux adhérents du MEDEF de choisir leur présidente ou leur président, mais élire une présidente serait sans doute un très beau signal pour le MEDEF et pour la France et pour l'ensemble des entrepreneurs de France. Gilles, je ne veux pas mettre les pieds dans le plat, mais un peu comme pour les syndicats salariaux où on nous dit qu'il y a une désaffection syndicale et un désintérêt syndical, les Français préférant des mouvements peut-être plus citoyens, on l'a vu chez les contrôleurs, on entend un peu la même chose quand on parle du MEDEF aux entrepreneurs. Ils vous disent, ouais, bon, le MEDEF, ça sert à quoi? Il y a de ça un peu quand même. Oui, écoutez, je suis un peu dur peut-être. Nous sommes une PME et effectivement, on se sent moins concernés et je pense qu'il y a un peu plus quand même les grandes entreprises qui se sentent impliquées et qui suivent les activités du MEDEF. Je vous l'accorde. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un sujet qu'on a, mais qui est lié d'ailleurs à notre mouvement social, je dirais même au corps intermédiaire. Les salariés tournent le dos aux syndicats et puis les entreprises disent on n'a pas forcément besoin d'un syndicat. Je pense que ça a le mérite en tout cas de générer de la réflexion. Au moins entre dirigeants et de se poser les bonnes questions. Donc moi, je suis pour qu'il y ait effectivement une organisation syndicale, patronale. Alors pour les petites et moyennes entreprises, on est plus sur la CPGME, mais effectivement, je pense que le MEDEF a un vrai intérêt. Effectivement, il y a la CPME oui. qui lui dit non, nous on représente vraiment les PME, on est vraiment à leur contact. Le MEDEF, c'est que les grosses boîtes, parce que c'est vraiment le discours que tient la CPME. Chacun défend son fonds de commerce. Oui, mais vous êtes à la tête, vous êtes un des membres éminents des EDC. Comment vous regardez ce débat? Parce qu'il y a un vrai sujet quand même sur cette question-là. Quelles sont les entreprises que représente le MEDEF? Il représente en fait à la fois les grandes entreprises, qui sont une partie importante de leur base, mais il représente aussi des petites entreprises qui font aussi partie de leur base, parce qu'ils cherchent également à avoir d'autres adhérents. Et objectivement, nous voyons l'évolution du MEDEF de façon tout à fait positive. Nous pensons qu'il a une parole franche, et vraie et utile dans le dialogue social. Et nous croyons fondamentalement au dialogue social, je l'ai déjà répété plusieurs fois. Et de ce point de vue-là, il est important d'avoir des syndicats au service des entreprises, au service des salariés et au service du bien commun. On verra si Mme Carlac est élue présidente, parce que 3 hommes, pour l'instant, parce que ça peut encore évoluer, ouverture de la campagne depuis le 6 mars, mais on peut encore se présenter. Vous pouvez même être candidat si vous le voulez, François. 13 mars... Et voilà, oui, je vous donne une idée. 13 mars, ouverture de la plateforme de parrainage. 5 mai à midi, date limite d'envoi des candidatures. Vous avez jusqu'au 5 mai pour le faire. Et l'élection le 6 juillet prochain, avec l'élection du président ou de la présidente, parce qu'il y a effectivement pour l'instant 3 hommes, 1 femme, et il y aura peut-être d'autres candidats qui vont se présenter avec un grand oral le 30 mai par l'Assemblée Générale du MEDEF, distanciel et présentiel, ce qui veut dire que le MEDEF aussi a beaucoup évolué. On fera des visios c'est intéressant. Merci à vous Angélique Pétel, vous revenez quand vous voulez, senior manager chez SIA Partners. Merci à vous François Vigne, associé chez Sycomore Corporate et membre des EDC. Merci beaucoup. Entrepreneur et dirigeant chrétien, vous savez, je le dis bien maintenant. Parfaitement. Et Gilles Effron, vous êtes le président d'Experts Connectés, c'est le cas de le dire, et tendant la main aux seniors pour les maintenir en emploi. Retraités inclus. Et par ailleurs aux retraités, puisqu'on peut cumuler, rappelons-le, cumul, retraite et emploi. Et l'expérience n'a pas d'âge. Et l'expérience n'a pas d'âge, exactement. C'est comme quand on lit Tintin et Milou, de 7 à 77 ans. On termine notre émission. Merci à vous 3 avec Fenêtre sur l'emploi, le management à la française. On en parle avec notre invité et c'est juste après.